C'est une maladie qui est très 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 fréquente, qui concerne entre 10 et 16% des adolescents et pour lequel, malheureusement, dans la population des adolescents, il y a un décès toutes les 3 à 4 semaines en France. AVS avec Philippe Robichon. AVS, à votre santé, bonjour et bienvenue. On va parler de l'asthme, de la rentrée aujourd'hui avec le docteur Françoise Parent-Tichou. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Vous êtes médecin, microbiologiste, vous êtes responsable scientifique de la GPFD. Qu'est-ce que c'est que la GPFD ? La GPFD, c'est la Gregory Parian Foundation qui a été créée par mon frère, Pierre Parian, à la suite du décès de son petit garçon à 14 ans d'une crise d'asthme aiguë grave. Voilà, la fondation porte le prénom de votre neveu, Grégory. Grégory. Et il est mort à 14 ans d'une crise d'asthme. D'une crise d'asthme. C'est ce qui peut paraître incroyable. Malheureusement, il n'est pas le seul, puisque c'est une maladie qui est très 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 fréquente, qui concerne entre 10 et 16% des adolescents, donc c'est quand même énorme, et pour lequel, malheureusement, dans la population des adolescents, il y a un décès toutes les 3 à 4 semaines en France. Donc c'est quand même quelque chose de très important. Là, mais là, il décède d'une crise d'asthme, on est d'accord ? Oui, c'est une mais crise... c'est malheureusement le cas de nombreux adolescents, puisque dans les mêmes conditions, vous avez un adolescent en France qui décède toutes les 3 à 4 semaines en France. C'est quand même un chiffre colossal. Et 2 autres informations qui sont clés, c'est parmi les décédés, vous en avez 3 sur 4 qui ne suivaient pas bien leur traitement et 3 sur 4 qui ne sont pas arrivés vivants aux urgences, ce qui est le cas de Grégory. Les Français connaissent l'asthme, mais le connaissent mal, c'est ce que vous êtes en train de nous expliquer. Pour ceux qui ne sont pas concernés pour la maladie, on va dire que l'asthme, c'est la maladie de la ventoline. Exactement. En gros. Oui, vous n'avez pas tort, c'est vraiment une maladie qu'on considère à tort comme banale. On dit qu'il y a autant de formes d'asthme que d'asthmatiques. C'est exact, il y a autant de formes d'asthme que d'asthmatiques, parce qu'on découvre en fait aujourd'hui qu'il y a plusieurs types de phénotypes d'asthme et de marqueurs de l'asthme. Et donc aujourd'hui, il y a des traitements qui sont de plus en plus spécifiques. On va jusqu'à dire qu'à un moment donné, il y aura un traitement personnalisé par asthmatique. On n'y est pas encore, mais on est quand même par des traitements qui sont par groupe de type de patients asthmatiques. Il y a différents stades d'asthme, en gros, pour faire un peu simple, pour expliquer aux gens. Oui, il y a l'asthme, et au départ, il y a l'asthme léger, les crises occasionnelles, et puis petit à petit, les crises deviennent plus fréquentes, et à un moment donné, on rentre... Au bout du stade 4, on rentre dans ce qu'on appelle l'asthme sévère avec des nouveaux traitements qui sont spécifiques, qu'on appelle les biothérapies. Qu'est-ce que c'est qu'un asthme sévère ? Alors, un asthme sévère, c'est une personne qui ne répond plus au traitement habituel et pour lequel on rend... Alors, le traitement habituel, c'est corticoïdes et le fameux bronchodilatateur, vous voyez. Voilà, parce que Ventoline, c'est une marque, c'est ça ? Ventoline, c'est une marque. D'accord, donc on dit bronchodilatateur. Et son nom, c'est le salbutamol. D'accord. Voilà. Et lorsque vous rentrez pas, vous ne répondez plus au traitement de fond, c'est-à-dire que l'asthme n'est plus contrôlé. C'est comme ça qu'on le dit, à partir d'échelles d'évaluation. Donc l'asthme n'est plus contrôlé. À ce moment-là, on est amené à vérifier plusieurs choses, que l'asthme n'est pas contrôlé, non pas parce qu'il y a une mauvaise utilisation des traitements et en particulier des bronchodilatateurs, ça c'est la première cause, et qu'il n'y a pas de comorbidité qui pourrait expliquer le non-contrôle. Ensuite, on est obligé d'attendre 6 mois de suivi pour pouvoir rentrer une personne dans le groupe asthme sévère. Donc c'est relativement limité et on considère aujourd'hui qu'il y a à peu près 5% des asthmes qui sont des asthmes sévères. Ce qui n'est pas rien, vu la population d'asthmatiques qui est de 4 millions. Au niveau du diagnostic, comment est-ce qu'on pose le diagnostic d'asthme sévère ? Justement, là on est pris en charge par un pneumologue et qui fait tout ce cheminement que je vous ai dit de vérifier que
le non-contrôle n'est pas lié à une mauvaise utilisation du traitement. Il y a après tous les examens pour vérifier qu'il n'y a pas une comorbidité, un reflux gastro-œsophagien, quelque chose qui peut expliquer le fait de ce non-contrôle. Et puis ensuite, on se donne toujours un délai pour vérifier que, avec la bonne prise du traitement, il y a toujours un mauvais non-contrôle, et à ce moment-là, on rentre dans le diagnostic d'asthme sévère et on passe à ces nouveaux traitements. Et donc, vous voyez, les bithérapies dont vous voilà, parlez. Les biothérapies. C'est biothérapie. C'est biothérapie. Alors pourquoi bio ? Bio parce que c'est des traitements qui sont spécifiques, fabriqués. Vous voyez, c'est pas des traitements. C'est pas des traitements qui s'appellent bio parce qu'ils sont bio. Non, pas du tout. On parlait de c'est des anticorps. Quoi. Ouais, on parlait de comorbidité. Justement, les asthmatiques sévères se plaignent d'avoir disparu de la liste des comorbidités pour ce qui concerne le coronavirus et la Covid-19. Alors, comment est-ce qu'on peut expliquer cette disparition ? Ils ont disparu dans la dernière liste. Tout à fait, mais c'est tout récent puisque c'est il y a quelques jours. 30. Voilà, c'est le décret du 30 août. Bon. Mais c'est normal qu'ils aient disparu de la liste. Pour la bonne raison, c'est qu'ils se comportent comme les non-malades. Les non-asthmatiques, vous voulez dire ? Oui, les non-asthmatiques, c'est-à-dire ils n'ont pas plus de facteurs de risque par rapport au Covid, et ils n'ont pas plus de risque de faire une forme sévère de la maladie. Donc aujourd'hui, on les considère comme de la population générale. Vous voyez, ils n'ont pas un marqueur qui fasse qu'ils sont insuffisants respiratoires et que leur maladie à l'intérieur du sous-groupe asthme des insuffisants respiratoires crée un risque supplémentaire, donc ils sont sortis de la liste. Mais est-ce que les asthmatiques le savent, ça ? Parce que visiblement, ils revendiquent le fait de retourner sur cette liste, et ça n'a pas l'air clair pour tout le monde. Eh bien sûr, c'est pas du tout clair, puisque jusqu'au 30 août, ils étaient considérés dans la liste des insuffisants respiratoires chroniques. Donc les insuffisants respiratoires chroniques, eux, rentraient dans ce qu'on appelle les sujets fragiles, les sujets vulnérables. Vous voyez ce mot apparaître dans le décret. Donc, ce qui veut dire que pour les asthmatiques qui nous écoutent, ils n'ont pas plus de chances que d'autres personnes de développer une forme sévère du Covid. C'est ça que ça veut dire. C'est exactement ça. Exactement ça. Donc, il y a eu beaucoup d'études qui ont été faites. Et on a eu une incertitude parce qu'il y a très peu de... Alors moi, je vous parle des adolescents asthmatiques, qui est encore un autre problème. Un autre problème, mais qui se rapproche énormément de l'asthme de l'adulte, puisque les mesures sont les mêmes pour les adolescents que pour les adultes. Ils doivent tous porter un masque à partir de 11 ans. Les collégiens suivent les mesures barrières de la même façon. Tout porter un masque systématiquement quand ils sont dans les collèges, et donc on les considère, vous voyez, il n'y a pas de différence entre un collégien, un lycéen et un jeune adulte. Voilà, donc aujourd'hui, ils continuent à devoir aller au collège, à devoir travailler quand ils ne sont pas collégiens, et ils ne sont plus sur cette liste, donc dispensés éventuellement de reprise scolaire. Aujourd'hui, il n'y a aucune raison de ne pas faire entrer un adolescent au collège. Françoise Parient-Tichou, qu'est-ce qu'on a comme étude, puisque vous avez dit qu'il y avait des chiffres aujourd'hui, corrélés entre les asthmatiques et la Covid-19 ? Qu'est-ce qu'on a aujourd'hui précisément ? Est-ce que, par exemple, les asthmatiques ont fait plus, ont contracté plus de Covid que la population normale ? Pas du tout. Déjà, parmi les hospitalisations, il n'y a que 1% d'adolescents qui a été touché avant. Donc on n'est pas sur des chiffres. Donc il a fallu pas mal de temps avant d'être sûr que ça n'était pas un facteur de risque. Et dans nos communiqués, nous, de la Gregory Parient Foundation, on a fait un premier communiqué sur Covid en juin dernier, au moment où on a demandé la reprise dans les collèges.
Donc là, c'était après le déconfinement. C'était après le déconfinement. À ce moment-là, les deux experts qui sont à nos côtés pour tous ces communiqués, qui sont le docteur Drummond de l'équipe de Necker du professeur Delacour, donc on est dans du plus que sérieux, et puis vous avez la deuxième équipe qui est l'équipe de Strasbourg. Moi j'avais la pneumo-allergologue pédiatre du service du professeur Deblé. Donc, le service du professeur Deblé, c'est le président de la Société française d'allergologie, et le professeur Delacour, le président de la Société française de pédiatrie. Donc moi j'ai leurs deux chefs PH de l'hôpital qui soutiennent la Gregory Parian Foundation, et tout ce que je vous dis est validé par eux. C'est-à-dire D'accord, donc ce qui veut dire qu'aujourd'hui, dans tous les cas qu'on a recensés de Covid-19, il n'y a pas une proportion plus importante d'asthmatiques. Et oui, et puis il y en a Et ni d'asthmatiques sévères. Et alors non, il n'y en a pas. Il y a pas, et ils ne développent pas une forme sévère. Mais il a fallu attendre les dernières études, dont en particulier une étude qui a été faite chez le professeur Deblé à Strasbourg, sur un effectif important de patients hospitalisés, asthmatiques, pour confirmer que ça n'est pas un facteur de risque. Oui, c'est important parce qu'au début de la pandémie, les asthmatiques se sont beaucoup inquiétés de savoir s'ils seraient en première ligne et s'ils étaient concernés justement plus que les autres par la Covid. Mais bien sûr, donc même moi au niveau du communiqué, j'étais obligée de dire ce que les experts me demandaient, c'est qu'il y avait une incertitude. Les premiers communiqués disaient qu'il y avait une incertitude, effectivement. Et là, aujourd'hui, clairement, l'incertitude est levée parce qu'on a un peu plus de recul, enfin suffisamment de recul pour pouvoir dire que ça n'est pas un risque de forme sévère, et que la Covid n'est pas un risque pour l'asthmatique. Voilà. Donc là, vous pouvez rassurer les asthmatiques et vous pouvez aussi rassurer les parents d'adolescents asthmatiques. Complètement. Parce que complètement. Au moment où il a fallu rentrer, il y a quand même beaucoup d'interrogations qui se sont posées, encore plus pour les parents d'enfants asthmatiques. Tout à fait, encore plus. Et on a tous dans nos familles des enfants qui sont asthmatiques, et donc il y a toujours ce risque ils avaient ce risque et ils étaient très demandeurs. Nous sommes énormément sollicités à la Fondation pour pouvoir apporter des réponses à partir des travaux que nous faisons avec nos experts. Alors, qu'est-ce qui se passe à la rentrée pour l'asthme ? Alors, ce qui est incroyable, c'est que chaque année, il y a Santé publique France qui représente l'instance officielle gouvernementale qui recense les nombres de crises d'asthme à partir de certains indicateurs qui sont les enfants qui sont vus par SOS Médecins et par les urgences. Vous voyez, par les urgences, il y a un groupe de coordination des urgences, et donc ils recensent toutes les hospitalisations pour crise d'asthme, toutes les survenues de crise d'asthme enregistrées comme telles. Et vous avez un pic, les courbes sont absolument incroyables, qui durent une quinzaine de jours. C'est-à-dire les 2 premières semaines de la rentrée, c'est ça ? Voilà, les semaines 36, 37 jusqu'à 38, qui correspondent pile poil au 1er au 15 septembre. Et donc, après, comment on explique ça ? Et alors là, ça concerne qui ? Ça concerne essentiellement des ados, on est d'accord, ou des enfants ? Ah oui, et les enfants, tous les moins de 15 ans. Voilà, ça concerne, le critère, c'est les moins de 15 ans, c'est le suivi des moins de 15 ans. Alors après, ce qui est intéressant, c'est de se poser la question de pourquoi. Pourquoi ? Donc la première chose, c'est que à cette période, vous êtes confronté à ce qu'on appelle les virus respiratoires, qui sont les virus courants. Déjà en septembre ? En septembre, exactement. Alors ça, c'est le truc. Alors c'est parce qu'on repasse en collectivité. Et donc, à partir de ce contact en collectivité, on est confronté à ces virus respiratoires hors Covid. Vous avez bien vu que c'est hors Covid. La deuxième chose, c'est qu'ils ont aussi des allergies potentielles parce que ils ont les acariens, les poils de chat, qui peuvent se coller aux vêtements et qui se diffusent dans l'air. Donc, ça peut être un facteur de survenue de crise d'asthme. Et la troisième chose qui est absolument essentielle, c'est que malheureusement, avec les vacances, il y a beaucoup d'adolescents qui arrêtent de prendre leur traitement de fond.
la fameuse association d'un bronchodilatateur et d'un corticoïde inhalé. Et ça, c'est une catastrophe parce que l'arrêt d'un traitement de fond peut déclencher une crise d'asthme qui est encore plus sévère. Il y a un relâchement pendant l'été, c'est ça ? Il y a un relâchement pendant l'été. Ouais. Alors, il y a déjà un gros risque chez les adolescents asthmatiques d'un non suivi de leur traitement, puisque je vous ai dit que parmi les décédés, il y en avait 3 sur 4 qui ne suivaient pas bien leur traitement. Donc déjà, on sait que les adolescents sont une population à risque de ne pas suivre leur traitement. Mais alors, le fait d'être en vacances, d'être moins suivis, d'être encore plus laissés à eux-mêmes, il y en a qui, trop souvent, arrêtent leur traitement de fond. Et là, vous avez un risque majeur à la rentrée. Et c'est ces 3 causes qui sont une explication de ce pic de rentrée scolaire. Donc, on est amené à alerter pour éviter qu'il y ait et que les enfants reprennent leur traitement de fond, soient suivis par leur médecin et reprennent leur traitement de fond autant que possible avant la rentrée scolaire. Parce que quand on parle d'asthme, on est surtout familiarisé, quand on n'est pas concerné, par la crise d'asthme. Oui. Et donc on pense toujours au traitement de la crise. Mais comme l'asthme est une maladie chronique, il faut y associer un traitement de fond, c'est ça ? Est-ce que ça veut dire que tous les asthmatiques doivent avoir un traitement de fond ? Non, pas du tout. Au départ, vous faites ce qu'on appelle un asthme léger ou intermittent. Donc ça se manifeste par des crises occasionnelles. Et puis à un moment donné, quand la maladie se développe et que vous avez plus de 2 crises par semaine ou que vous êtes amené à utiliser votre bronchodilatateur plus de 2 fois par semaine ou que vous faites des toux nocturnes, c'est incroyable, c'est un signe majeur d'alerte, ou que vous êtes limité dans vos activités, c'est-à-dire que vous déclenchez une difficulté respiratoire, à ce moment-là, on est éligible au traitement de fond. Et donc, il faut être vu au moins 1 fois par an par un pneumologue, en plus de son médecin généraliste. D'accord, un traitement de fond, ça consiste en quoi ? Eh bien, le traitement de fond, c'est d'associer au fameux bronchodilatateur qui est le salbutamol et que dont le nom est connu sous le nom de Ventoline, d'ajouter un corticoïde inhalé. Et là, l'association fait que vous vous retrouvez avec le bon traitement du traitement de fond. Alors la rentrée scolaire, on l'a vu, a soulevé quand même beaucoup d'inquiétudes pour les parents d'enfants non asthmatiques et encore plus de parents d'enfants asthmatiques. Est-ce que vous avez connaissance d'enfants asthmatiques qui n'auraient pas repris l'école justement par peur ? Oui, ça a été le cas lors du déconfinement. Nous avons fait, une enquête au niveau de la fondation, avec nos 2 experts et au cours de leurs consultations, c'est-à-dire les consultations où ils voyaient des adolescents asthmatiques et on les interrogeait et on voit qu'il y avait une majorité qui souhaitait reprendre l'école, retrouver les copains, mais vous aviez un pourcentage plus faible mais réel d'adolescents qui craignaient de reprendre l'école et qui probablement les parents ont soutenu, et il y a des adolescents qui n'ont pas repris à ce moment-là, ça n'était pas obligatoire. Mais là, aujourd'hui, ça l'est. Ça l'est. Mais est-ce que vous avez connaissance d'enfants qui n'auraient pas repris l'école justement par peur d'un risque supplémentaire dû à leur asthme ? Je ne peux pas vous dire que j'ai des exemples précis, mais j'ai des parents qui m'ont dit « je n'ai pas envie de mettre mon enfant à l'école pendant les 15 premiers jours, puisque vous nous dites qu'il y a un risque de crise supplémentaire pendant cette période. Donc je préférais la laisser passer. Donc je ne sais pas, il est possible qu'il y ait... Mais normalement, non, parce que la loi, c'est qu'ils reprennent l'école et on les rassure, et c'est le but de les rassurer. Voilà, et puis ce décret est encore plus clair, puisque c'est la première fois, à ma connaissance, que les autorités se prononcent sur ce sujet. Donc nous, quand on a pondu le décret, le communiqué, excusez-moi, il n'y avait pas d'information. Donc, en dehors des associations de patients qui communiquent sur ce sujet, eh ben, il n'y a pas ni le ministre, à ma connaissance, ni l'éducation nationale qui s'est prononcé, sauf maintenant. D'accord, clairement. donc vous, en tant que spécialiste de l'asthme des enfants, vous nous dites ce matin que les enfants asthmatiques ne sont pas une population plus à risque vis-à-vis du coronavirus. C'est ça qu'il faut comprendre. Voilà, je le dis clairement, et ceci est validé par les experts pneumopédiatres
auxquels nous faisons appel et qui sont des représentants on ne peut plus fiables des points de vue des sociétés savantes. Et que l'accroissement des crises qui surviennent à la rentrée, donc n'ont rien à voir avec ça. N'ont rien à voir avec le Covid. C'est ces fameux virus respiratoires hors Covid qui sont responsables de ce pic essentiellement. Et puis, vous voyez, quelques allergiques qui sont déclenchés au retour scolaire et ces ruptures de traitement de fond pendant les vacances. Alors, il y a une question qui revient souvent de la part des parents d'enfants asthmatiques. Est-ce que le port du masque est en mesure de favoriser l'apparition de crises d'asthme ? Alors, non. Ça, c'est clair. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles ils ne sont pas dispensés de porter le masque. C'est qu'il n'y a pas de risque supplémentaire. Et au contraire, c'est le port du masque qui les protège. Alors, pas seulement... Je voulais dire dans la façon de respirer, parce que déjà... Ça ne les gêne pas. Il n'y a pas de limitation de la respiration ou de déclenchement de la crise d'asthme par le port du masque. Aujourd'hui, en l'état actuel des informations que vous avez, est-ce que le port du masque peut occasionner des symptômes respiratoires particuliers chez les asthmatiques ? Non. Je réponds non. Pour les parents qui disent et qui demandent à ce que leur enfant porte une visière plutôt qu'un masque parce que ça les gêne moins et qu'il y a moins de proximité par rapport à l'appareil respiratoire. Non, je dirais que ça n'est pas la recommandation. Il n'y a pas de dérogation particulière ? Non, et il faut vraiment qu'ils portent le masque comme les autres et qu'ils le portent vraiment bien et dès l'âge de 11 ans. Certains parents ont demandé s'ils devaient renforcer le traitement de leurs enfants à titre préventif. Qu'est-ce que vous appelez renforcer le traitement ? Écoutez, ça fait partie des questions qui circulent sur les forums. Ouais. Alors, renforcer, c'est être encore plus vigilant avec leurs enfants et pour ceux qui encore ont un impact sur les adolescents, sur le bon respect de leur traitement de fond. Et pour ça, il faut qu'il y ait un maximum de contrôle, ce qu'on appelle le contrôle de l'asthme, parce que quand l'asthme n'est pas contrôlé, c'est là que c'est le signe d'alerte et qu'il faut consulter. Même si vous rassurez tout le monde ce matin, les asthmatiques se sont sentis dans un premier temps plus à risque. Vrai ou pas vrai ? Oui, mais complètement. Et puis on avait une incertitude sur le fait qu'ils étaient ou non une population à risque. Donc par définition, quand il y a une incertitude et qu'on est asthmatique, on le craint énormément. Donc il y a eu... Est-ce que cette incertitude et finalement le stress que ça génère de se retrouver finalement dans un environnement à nouveau avec beaucoup de gens quand on a été confiné pendant un moment, ça peut déclencher des crises d'asthme ? Qu'on soit inquiet, moi, ça me paraît légitime, cette inquiétude, puisque ça rentre dans les maladies respiratoires chroniques et qu'on vous dit qu'il y a une recrudescence des crises d'asthme. Donc forcément, quand on est asthmatique, on se dit je suis plus à risque. C'est cohérent. Mais le fait de se le dire, est-ce que ça déclenche plus de crises ou ça n'a aucune incidence sur le déclenchement des crises ? J'ai pas le sentiment, à écouter le retour de mes experts qui voient des adolescents asthmatiques, qu'il y a quelque chose de particulier. Maintenant, je vais vous dire, je suis contente qu'ils soient surveillés et que j'ai l'assurance qu'ils prennent bien leur traitement. Alors, on parle de la rentrée, mais il y a une autre période qui est un cap à passer, c'est l'arrivée de l'automne. Qu'est-ce qui se passe à l'arrivée de l'automne pour les asthmatiques ? C'est la même chose, c'est-à-dire qu'il y a une accentuation de ces fameux virus automnaux, hivernaux, vous voyez, et qui sont pourvoyeurs de crises d'asthme. Donc, un asthmatique, vous voyez, rentre mois pour mois dans cette période où il faut être extrêmement vigilant et on retombe toujours sur la même chose. La nécessité de contrôler son asthme et au premier signe d'alerte de consulter. Est-ce qu'on distingue facilement les symptômes de l'asthme des symptômes de la Covid-19 ? Difficile. Parce que là aussi, il y a eu cette confusion au départ de la distinction des symptômes. Alors complètement. Alors quand j'interroge mes experts, de par leur expérience, je suis arrivée à plusieurs choses. C'est-à-dire, ils m'ont dit une crise d'asthme, une infection à Covid, c'est-à-dire les problèmes respiratoires d'un Covid, les meilleurs signes d'orientation que vous savez, c'est la perte du goût et de l'odorat. Donc si vous avez dans le cadre, ça c'est deux signes
particulièrement d'alerte. Le troisième qui est essentiel, c'est la non-réponse au traitement par la ventoline, puisque la ventoline, elle marche sur les crises d'asthme courantes, et si vous n'avez pas de réponse à la ventoline, ça oriente vers une crise qui est liée au Covid. Vous avez encore 2 autres signes, c'est les maux de tête et les courbatures. C'est plus fréquent, d'après ce que j'ai compris, chez les formes Covid que chez les asthmatiques. Donc ça, c'est une orientation. J'avais moi aussi la fièvre, mais finalement, la fièvre n'est pas un facteur spécifique parce que du fait de cette cause des virus hivernaux, les virus hivernaux aussi sont porteurs de fièvre, vous voyez, donc là, la fièvre n'est pas un facteur qui permet de dire c'est plus orientant Covid. Mais enfin, bon, pour moi, je le prends quand même comme quelque chose qui peut quelque part faire partie de l'alerte, mais c'est pas spécifique. L'asthme est une maladie très courante en France, finalement, hein. Extrêmement courante. Elle, chez l'adulte, c'est 6 à 7% de la population. Par contre, chez les adolescents, c'est plus de 10%. Les études que j'ai récupérées, c'est entre 10 et 16%, ce qui est considérable. On peut la contracter on peut contracter l'asthme à n'importe quelle période de sa vie, ou c'est une maladie de l'adolescence et de l'enfant ? Complètement. Alors, c'est essentiellement, ça démarre pendant l'enfance. Et pendant l'enfance, vous avez un contrôle par les parents de la maladie. Donc, ça se passe plutôt bien pendant cette période-là. Les parents ont vu leur médecin, le pneumopédiatre de leur enfant, pédiatre ou pneumopédiatre, et l'enfant est relativement bien soigné et suit son traitement. Quand il arrive à l'adolescence, et donc qu'il a depuis des années sa maladie et les contraintes de sa maladie, il y a un relâchement. C'est là que on rentre dans cette période critique, à risque de faire une crise d'asthme aiguë grave, parce qu'on n'est pas protégé par son traitement, en particulier son traitement de fond, et que les catastrophes peuvent arriver. Pourquoi les ados ont du mal à suivre un traitement de façon régulière ? Oui, ils ont du mal. On dit qu'ils en ont marre de leur maladie. C'est les termes qu'on entend. J'en ai marre de ma maladie. Et puis, paradoxalement, ils se sentent mieux aussi. Alors, c'est quelque chose qui me paraît incroyable. C'est ce que les pneumopédiatres appellent la lune de miel. C'est-à-dire, c'est une fenêtre où ils ont l'impression qu'ils vont mieux, qu'ils sont moins à risque, ils se relâchent. Et donc, c'est à ce moment-là que la crise sévère peut arriver. Complètement. L'asthme est une maladie trompeuse. Il faut toujours en faire un peu plus plutôt qu'un peu moins en matière d'asthme. Ça, c'est vraiment, ça fait partie de la devise de la Fondation. C'est-à-dire que quand vous avez été confronté à un cas aussi catastrophique que celui qui est arrivé, et que vous vous rendez compte que finalement, votre propre cas n'est pas un cas exceptionnel, puisque quand il décède presque tous les mois un adolescent asthmatique, c'est quand même une catastrophe. Ça me paraît évident. Et donc, c'est un combat qui me semble légitime de faire en sorte que ça n'arrive pas à d'autres adolescents. Donc, d'où cette phrase que nous disons toujours, il vaut mieux en faire un peu plus qu'un peu moins. Et on incite beaucoup à ce que dans le parcours, l'adolescent voit à un moment donné un pneumologue. Que ce ne soit pas que le généraliste qui prenne en charge les crises d'asthme. Parce que le pneumologue, il a quand même beaucoup plus d'outils pour mesurer la crise d'asthme, réajuster les traitements. Pour moi, quelque part, s'assurer qu'il y a une bonne utilisation d'un dispositif, et c'est quand même lui qui est quand même le maître d'œuvre de ça. Et puis, il est en mesure de faire un bilan allergologique, puisque vous savez que 80% des asthmatiques sont allergiques.
c'est quelque chose qui est en pleine expansion. Et les chiffres sont alarmistes sur les conséquences que vont avoir l'allergie et les causes d'allergie, tout ce qui est facteur de risque, la pollution, le tabagisme chez les jeunes, qui est au risque de faire augmenter, comme on observe, le nombre d'asthmatiques et de crises d'asthme. Mmh. L'asthme est une maladie qui a une réputation d'aller et venir au cours de la vie. Ah, c'est possible aussi, puisque ça arrive à n'importe quelle période de la vie, donc il peut y avoir des allers-retours à un moment donné, et c'est ça les périodes de relâchement, c'est-à-dire que quand on se sent mieux, on se relâche, et puis à un moment donné, ça peut repartir, et ça peut repartir d'une façon catastrophique. Donc il y a effectivement possibilité de break, d'aller-retour, et puis de déclenchement de crise d'asthme beaucoup plus tard, à l'âge adulte, voire chez le sujet âgé. Il y a énormément de décès chez les sujets âgés. Mais qui étaient asthmatiques auparavant ou qui deviennent asthmatiques avec l'âge ? Je peux pas vous dire la proportion, mais quand on regarde, il y a 1000 morts par an d'asthme, un peu moins. C'est-à-dire que 1000 morts, c'est ce qu'on disait il y a quelques années. On suit tous les ans. On est autour de 900, 920, 950. Et vous avez une petite frange qui sont les jeunes, et puis vous avez une grande frange qui sont les vieux. Quelle est la dimension psychologique de l'asthme ? On a longtemps dit que c'était une maladie psychologique. Alors, vous dire qu'il y a une part, chez l'adolescent, c'est certain. C'est certain qu'il y a une part psychologique qui est très importante, qui est liée à ce mal-être qu'a l'adolescent par rapport à sa maladie, cette crainte de tousser devant ses copains, c'est extrêmement stressant pour l'adolescent, et en même temps, c'est l'œuf et la poule, c'est-à-dire que le stress peut déclencher une crise d'asthme. Donc, il est stressé, il peut déclencher une crise d'asthme, et le stress peut lui déclencher une crise d'asthme. Donc la partie psychologique est très importante, et donc ces adolescents sont souvent suivis dans des services spécialisés, et il y a malheureusement des cas qui sont graves liés aux problèmes de ces problèmes de dépression chez les adolescents asthmatiques qui sont plus marqués. Est-ce que dans l'état actuel des informations que vous avez et des études qui ont été faites, il a été prouvé que le traitement de fond de l'asthme est protecteur contre l'infection au coronavirus ? Parce que l'information circule aussi. Alors là, c'est très très intéressant. D'un point de vue médical, ça a été prouvé ce qu'on appelle in vitro, c'est-à-dire pas chez des études chez l'être humain. Il y a une protection du Covid. Par contre, en réalité, chez l'adulte ou l'adolescent, il n'a encore pas été prouvé vraiment. Mais quand vous interrogez, ça c'est extrêmement intéressant, quand vous interrogez les adolescents au cours des consultations de mes fameux pneumopédiatres, et que vous demandez aux adolescents, vous leur posez la question, est-ce que tu prends ton traitement de fond régulièrement ? Alors, vous avez une frange qui vous dit non, une grosse frange qui vous dit oui quand même, heureusement que tout le monde... Et parmi ceux qui prennent leur traitement de fond régulièrement, vous leur posez la question, est-ce que tu te sens protégé par ton traitement de fond ? Et bien 2/3 répondent oui. Donc quelque part, il y a... Je sais pas, je me pose la question. On est entre les deux. On est entre ceux qui se sentent protégés par leur traitement de fond et ceux qui se sentent plus à risque parce qu'ils sont asthmatiques sévères, vous voyez. Complètement. Donc, on ne sait pas tout. Et il y a des études qui sont en cours aujourd'hui dans des grands services pour répondre à la question clairement, est-ce que le traitement de fond est protecteur ? Il y a une question qui revient souvent concernant justement la prise des corticoïdes inhalés. Sur la croissance, est-ce que ça a un impact sur la croissance et est-ce que ça ralentit la croissance ? Alors très 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 peu. Franchement, c'est hyper bien toléré. Il y a un retard qui est potentiellement de 1 à 2 cm et qui disparaît à l'arrêt des traitements. Vous récupérez le retard. Donc ça n'est absolument pas
une raison qui doit amener à ne pas utiliser les corticoïdes inhalés. C'est vraiment quelque chose sur lequel il faut se battre aujourd'hui. Et puis, je vais vous dire, c'est quand même aujourd'hui beaucoup plus facile de bien prendre son traitement de fond, puisqu'il existe des médicaments qui combinent dans le même dispositif le salbutamol, c'est-à-dire le bronchodilatateur ou d'autres bronchodilatateurs, et le corticoïde inhalé. Donc le gamin, il se retrouve avec un seul spray qui le protège. Donc il faut se battre pour qu'il n'y ait pas ces ruptures de traitement. Une des questions qui revient souvent à la rentrée, c'est l'inscription au sport. La contre-indication entre l'asthme et sport est une question qui revient aussi très souvent. Est-ce que dans un contexte d'épidémie, faut être plus vigilant ou Alors je vais vous dire, le sport est bénéfique à l'asthmatique. Tous les sports ? Presque tous. Il y a 2 sports qui sont un petit peu plus délicats. C'est l'équitation, parce que les adolescents sont en contact avec les animaux et les poils d'animaux. Ceci dit, c'est pas le sport le plus fait non plus, quoi. Bon. Et alors, celui qui est carrément contre-indiqué, c'est la plongée sous-marine. Ça, c'est clair, parce que quand vous êtes sous l'eau et que vous déclenchez, vous voyez, qu'est-ce que je veux dire ? Il n'y a pas moyen de récupérer. Donc, clairement, s'il y a un seul sport qui n'est pas recommandé, c'est la plongée sous-marine. Mais tout le reste est bénéfique à l'asthmatique, à la condition, je dis bien toujours, de suivre son traitement. C'est-à-dire qu'il n'est pas question de partir au sport ou de démarrer une activité sans s'être protégé par leur traitement de fond. Comment est-ce que vous expliquez qu'aujourd'hui en France, un grand nombre d'asthmatiques ne soient pas encore diagnostiqués ? Ça veut dire qu'ils ont un asthme qui ne les dérange pas suffisamment, qui n'est pas invalidant ? Il est invalidant, mais il y a un retard au diagnostic. Et particulièrement, on le voit aujourd'hui dans toutes les études qui sont faites chez les asthmes sévères. Vous voyez, parce que ces traitements sont assez révolutionnaires, ces fameuses biothérapies, mais il y a lieu de ne pas les utiliser à tort et trop fréquemment aussi. Donc il y a beaucoup d'études qui sont faites et qui montrent que finalement c'est une maladie très invalidante et qui limite les activités. Et vous avez des gens qui vont jusqu'à ne pas pouvoir monter un escalier à cause de leur asthme. Donc, et c'est incroyable de le découvrir des fois à l'occasion d'un épisode particulier, grave, vous voyez. Donc c'est vrai que... Mais qu'est-ce qui fait que les personnes n'aient pas été alertées avant ? Ils n'ont pas été alertés parce que les signes ne sont pas aussi évidents, qu'il y a un retard au diagnostic parce que les gens ne consultent pas assez. Donc nous, on se bat beaucoup pour bien faire comprendre quels sont les signes d'alerte. Cette fameuse toux, vous voyez, une toux qui survient la nuit, est un signe d'alerte particulier. Et puis, bon, l'essoufflement, les difficultés à respirer. Et ça, on est là très vigilant pour leur dire, il faut absolument consulter. Et on va encore plus loin, faire en sorte que l'adolescent lui-même ait compris que le pneumologue fait partie de son parcours. Jusqu'à poser la question en disant, est-ce que je ne dois pas consulter un pneumologue ? Vous voyez jusqu'où la démarche que nous avons pour qu'il y ait une meilleure prise en charge encore de l'asthme aujourd'hui en France. Bien, alors en l'état actuel des informations qu'on a, parce qu'avec le coronavirus, on s'est rendu compte que ce qu'on disait à un moment donné pouvait être contredit le lendemain. On a appris ce matin que l'asthme n'est pas un facteur de risque supplémentaire de l'infection par le Covid-19 et même sous sa forme sévère, et que les patients asthmatiques n'ont pas plus de chances de morbidité que les autres en fait. Et donc, pour les mamans qui nous écoutent, les enfants peuvent aller à l'école et porter un masque sans risque. Complètement. Donc, et puis, je vous dis, ça a été carrément officialisé par le décret qui fait sortir les asthmatiques des sujets vulnérables et qui pourraient être exclus, enfin, qui auraient le droit d'être exclus de travail chez les adultes ou de rentrée scolaire pour les adultes, voilà. Pour les adultes qui travaillent au bureau. Ah ben complètement. Donc eux, aujourd'hui, ils ne sont plus dans cette liste.
Françoise Pariantichou, donc vous êtes responsable scientifique de la Grégory Pariante Fondation. Pour tous ceux qui souhaitent des informations, vous avez un site internet. Tout à fait, donc on a plusieurs sites. On a le site internet GPFD, le fameux code gpfd.fr, donc www.gpfd.fr, et on a toute l'actualité qui se déroule depuis la dernière information jusqu'à la moins récente. Vous voyez, ça déroule. Tous nos communiqués, ils sont téléchargeables. Et puis, il y a un site Facebook pour tous les jeunes, qui est le site Facebook Grégory Pariante Foundation, où on retrouve les informations qui sont postées sur les deux réseaux, parce que pour les jeunes, c'est quand même plus Voilà, simple. alors vous dites Foundation parce que vos informations sont à la fois en français et en anglais. Exactement, vous avez tout compris, et que Foundation, c'est fondation, alors que la Grégory Pariante Foundation est un fonds de dotation, qui est une structure particulière que mon frère a choisi pour créer la fondation, qui est à la fois à cheval entre une fondation et une association, vous voyez, de patients. Donc, voilà. Merci d'avoir été avec nous ce matin et très belle journée santé sur Beurre FM.